Les poissons, la nature, c'est la nature qui les produit. Et les pêcheurs, ils ne font que ramasser ce que la nature produit. Ce n'est pas comme des agriculteurs qui sèment, qui fertilisent, qui arrosent. C'est pas comme ça. La nature, elle sème, elle fertilise, elle arrose. Et les pêcheurs ne font que ramasser ce que la nature produit. S'ils ramassent trop, eh bien, il n'en reste pas assez pour continuer la production. Donc, il faut en laisser, pas trop en prendre. Et en fait, les pêcheurs, ils ont tendance, ils en prennent trop. Alors, il faut les empêcher de le faire. Et ça, c'est le rôle de l'État. Et quand l'État intervient bien, les pêcheurs ont beaucoup de poissons et ils ont beaucoup de poissons à long terme. Maintenant, si l'État n'intervient pas et laisse les pêcheurs faire ce qu'ils veulent, ils vont pêcher très rapidement, il n'y a pas du gain, et après il ne reste plus de poissons, la nature ne peut plus produire les poissons, c'est tout. Ça, c'est la surpêche. En fait, je pourrais présenter donc le fait que je travaille toujours avec les gens, je pourrais présenter ça comme un défaut parce que si j'étais meilleur en maths, en programmation, je le ferais moi-même, je ferais tout moi-même. Mais en fait, on ne peut pas faire tout soi-même quand on veut faire une étude globale. Quand on veut étudier au niveau global, on ne peut pas aller dans les villages, collecter des données. Et quand on veut décrire l'océan, par exemple, on ne peut pas collecter les températures soi-même. Donc on est forcé de trouver des manières de travailler ensemble. Et l'océanographie, par exemple, c'est une science qui s'est développée dans la collaboration. Et en fait, ce que j'ai fait, j'ai réinventé l'halieutique, la biologie des pêches, dans le cadre de collaboration. Parce que jusqu'à présent, c'était très souvent des études qui étaient faites par une personne ou un petit groupe de personnes dans un endroit précis, sur une pêcherie précise. Mais seulement ce qu'il y a, c'est que les poissons, la pêche internationale, c'est tout un réseau global. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que les poissons vont d'un endroit à l'autre, en fait ils sont pas si mobiles que ça, c'est parce que les bateaux vont d'un endroit à l'autre. Et c'est eux qui font l'intégration, et c'est aussi les marchés internationaux. Les poissons se vendent à des enchères internationales, et ils vont à Madrid, ils vont à Paris, ils vont à Tokyo, et ces flux de poissons, c'est les pêcheries internationales. Donc si on veut comprendre ce qui se passe dans les pêcheries avec les stocks de poissons, il faut comprendre ça au niveau international. Imaginez que quelqu'un veuille prédire le temps qu'il va faire à Paris avec des données qui viendraient seulement de l'Île-de-France. Ça ne va pas, parce que le temps nous vient avec les vents, avec des ouragans, avec des trucs, ils viennent d'ailleurs. Donc il faut amplifier et prédire ce que la pêche va faire, c'est comme prédire le temps. C'est inévitable. En fait, on a choisi l'année 1950 comme période à partir de laquelle on fait les estimations de tout, en fait, des prises, de l'état des stocks et autres, parce que la plupart des pays du tiers-monde, la plupart des pays en développement, c'était un cours des colonies, de sorte qu'on a un contraste entre la période des années 50 et le présent, parce que les pêcheries étaient sous-développées. Et elles se sont mal développées parce que au lieu d'un développement national, par exemple en Afrique, c'est un développement extérieur qui s'est passé et qui a empêché le développement d'une pêcherie nationale. Les Africains, ils ont surtout des pêcheries artisanales qui entrent en compétition avec les pêcheries internationales. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de pêcherie nationale? C'est parce qu'ils ont eu cette compétition. Et les ressources dans les années 1950, elles étaient énormes. Il y avait un potentiel
d'exploitation durable qui a été gaspillée par une surexploitation sauvage. Et donc, sur les pays africains, on le voit très bien. Maintenant, l'Amérique du Sud, ils avaient déjà leur indépendance depuis une centaine d'années. La dynamique est différente. En Asie, il y a des pays qui se sont libérés, d'autres qui l'avaient déjà fait. Et il y a eu des trajectoires différentes. Mais c'est surtout en Afrique qu'on peut voir l'effet du néocolonialisme, en fait. Et c'est intéressant parce que le néocolonialisme européen, il a été maintenant remplacé par les Chinois. Et c'est eux maintenant qui dominent, qui ont le haut du pavé au niveau international. On ne sait pas où ça va finir tout ça.